Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Marie-Laurence, je travaille pour le réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt et je suis venue aujourd'hui vous présenter un personnage singulier, Albert Kahn. Albert Kahn, banquier utopiste au service de la paix. On connaît aujourd'hui Albert Kahn pour ses jardins de Boulogne-Billancourt et sa collection d'archives de la planète, collection donc d'images fixes et animées qui témoignent des traditions populaires mises à mal par les progrès techniques et le développement industriel. Mais qui est Albert Kahn ? On sait très peu de choses de lui. C'est un banquier d'affaires avisé qui va consacrer sa vie et sa fortune à défendre la paix et à promouvoir la fraternité entre les peuples. Ce pacifiste forcené va inciter les hommes à vivre en paix, considérant que mieux se connaître, c'est se respecter et respecter les autres. Il crée dans ce but des bourses d'études pour que les étudiants puissent apprendre tout en voyageant. Ses jardins, ses actions, ses images tendent tous vers cet idéal utopique. Partons à la découverte de cet homme singulier. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Né à Marmoutier dans le Bas-Rhin le 3 mars 1860, d'un père marchand aux bestiaux, le petit Abraham Albert grandit au sein d'une famille de 6 enfants dont il est l'aîné. Sa mère décède peu avant la défaite française lors de la guerre de 1870. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par l'Allemagne et les habitants doivent adopter la nationalité allemande ou partir. La famille Kahn choisit de conserver la nationalité française et s'installe de l'autre côté de la frontière. Fin 1876, Albert obtient un permis d'émigration pour la France et grâce au réseau de la communauté juive alsacienne, il trouve du travail à Paris. Alors il accumule les petits boulots avant d'entrer en 1879 dans la banque d'affaires. D'abord employé, il progresse très vite grâce à ses coups de génie en matière de placement financier. Nommé fondé de pouvoir, puis associé, il fait fortune en spéculant sur l'or et les diamants du Transvaal. Parallèlement, il reprend ses études et s'entraîne avec un répétiteur tout juste diplômé, un certain Henri Bergson, philosophe qui deviendra son ami. Bachelier en 1881, Albert Kahn obtient une licence de droit en 1884 et l'année suivante redevient français par décret. En 1898, il ouvre sa propre banque d'affaires et oriente ses placements financiers vers l'Asie, plus particulièrement vers le Japon. Fasciné par la culture nippone, il se lie d'amitié avec la famille impériale qui, fait extraordinaire, exceptionnel même, lui rendra visite à Boulogne. Il faut savoir que la famille impériale ne sort jamais de son palais. Alors on sait que c'était un petit homme roux, modeste, discret, et un grand timide aussi, qui semble toujours perdu dans ses pensées. Il est vrai qu'il parle un français bourré de fautes de syntaxe et teinté d'accent alsacien à cette période où, justement, le cousin germain n'a pas bonne presse de ce côté-ci des Vosges. Sa vie privée reste un mystère. Certes, dans sa correspondance, il fait discrètement allusion à quelques amis de cœur, mais il reste habité par son projet de fraternité entre les peuples. Il voue de surcroît une véritable passion à ses jardins et à ses chiens. Célibataire, intellectuel touche-à-tout, bourreau de travail et insomniaque, il ne dort que 3 heures par nuit. Ascète et végétarien, M. Kahn fuit les mondanités et les photographes. Ne tense-t-il pas ses opérateurs lorsque ceux-ci le visent de leur caméra ou de leur appareil photo ? Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. C'est en 1892 que Albert Kahn va s'installer à Boulogne. Et Boulogne, à l'époque, c'est un lieu très prisé des Parisiens fortunés. Ses plus proches voisins s'appellent Hersant, Rothschild ou encore l'aviateur Elno Pelterie. Il loue quai du 4 septembre une maison qu'il va acheter en 1895 lorsqu'il devient à 35 ans millionnaire.
Jusqu'en 1910, il acquiert une vingtaine de parcelles autour de chez lui, afin d'y aménager ses jardins du monde qui symbolisent pour lui le monde en paix. C'est là qu'il va accueillir des personnalités, des arts, de la politique, des sciences, de l'industrie et même des féministes. Parmi les nombreux visiteurs, citons le poète indien Rabindranath Tagore, Anatole France, Paul Valéry, Albert Einstein, les sculpteurs Antoine Bourdelle et Auguste Rodin, Élisabeth de Belgique, la famille impériale du Japon, etc., etc. La vie locale l'intéresse peu. Certes, les archives boulonnaises attestent de son inscription sur les listes électorales, mais il ne veut pas s'impliquer dans la vie de la commune. Il répond volontiers au questionnaire du recensement. Alors, par exemple, celui de 1921 prouve qu'il héberge chez lui plus d'une vingtaine de personnes. Alors, ce sont soit des employés, soit des artistes, soit des étudiants en résidence. En avance sur son temps, Albert Kahn paie ses collaborateurs, même si ceux-ci sont malades ou blessés. Et ce, bien avant la création de la sécurité sociale. Il aide financièrement les chercheurs, les étudiants et les familles de ses proches. Philanthrope dans l'âme, il tient à rendre ce qu'on lui a donné et choisit pour devise une pensée de son ami Bergson, je cite, « Agir en homme de pensée, penser en homme d'action ». Fin de citation. Il finance une dizaine de fondations défendant des valeurs humanistes avec la volonté d'éclairer les élites et de faire progresser l'humanité. Ses travaux sont ensuite publiés et imprimés sur place puisque Kahn dispose de sa propre imprimerie située rue du Port. Convaincu que, je cite, « la méconnaissance est source de conflits », il fait preuve d'une grande originalité en offrant dès 1898 aux jeunes agrégés garçons et filles des bourses de voyage autour du monde afin de leur permettre de découvrir d'autres civilisations. Kahn ne leur demande que deux choses. D'abord, de garder les yeux grands ouverts et ensuite de rédiger un rapport en fin de périple. En 1906, ces comptes sont ouverts aussi aux diplômés japonais, russes, anglais et américains afin que ceux-ci puissent venir en France parce que Kahn estime que la connaissance, je cite, la connaissance des cultures étrangères encourage le respect et les relations pacifiques entre les peuples. Fin de citation. En 1916, il met en place le Comité national d'études sociales et politiques qui organise des rencontres et des colloques entre hommes politiques, spécialistes des sujets d'actualité et étudiants. Parmi les sujets traités, citons la lutte contre la mortalité infantile, ou encore, faut-il des assurances sociales aux travailleurs ? Autant de questions avant-gardistes qui sont débattues lors des réunions de ce comité et qui donnent lieu évidemment à publication. Toujours dans une volonté de progrès, le centre de documentation de l'ENS est mis en place en 1920 pour former des chercheurs en sciences économiques et sociales. Marqué par l'horreur de la Première Guerre mondiale, photographié et filmé par ses opérateurs sur la commande du ministère de la Guerre, Albert Kahn milite pour la paix et le dialogue international. C'est pourquoi il va recevoir dans ses jardins les délégués de la Conférence de la paix avant la signature du traité de Versailles en 1920. Avec le scientifique Paul Apple, il crée le Secours national, œuvre caritative destinée à aider les populations civiles des zones sinistrées par la guerre. Il soutient également des laboratoires scientifiques, notamment celui de biologie et de cinématographie scientifique de Jean Commendon. Alors Jean Commendon, c'est le père de la microphotographie et c'est grâce à lui que nous pouvons voir aujourd'hui l'univers de l'infiniment petit. Alors il a pu filmer l'éclosion d'une fleur par exemple ou alors suivre le chemin de la circulation sanguine dans le corps. Et Commendon, j'ajoute que Commendon habite évidemment chez Albert Kahn. Mais la crise économique des années 1930 met brutalement fin
à l'œuvre philanthropique d'Albert Kahn, qui fait faillite en 1932. Les dernières bourses de voyage sont octroyées en 1930. Les Archives de la planète, le Centre national d'études sociales et politiques et le Centre de documentation sociale cessent toute activité en 1931. Les collections d'imprimés, c'est-à-dire les bulletins, les communications diverses sur les différentes commissions reçues à Boulogne et imprimées sur place et diffusées. Donc ces collections d'imprimés vont être transférées dans un premier temps à la bibliothèque du musée de la guerre à Vincennes, puis à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine de l'université de Nanterre, où on peut encore les consulter aujourd'hui. En 1934, une partie de ces biens passe par les salles de vente. Cependant, le soutien actif et international de ses amis sauve les jardins et les collections d'images qui sont rachetées en 1936 par le département de la Seine. Ruiné, le mécène conserve néanmoins la jouissance de sa maison et de ses jardins. C'est Georges Chevalier, photographe de l'équipe Kahn, que le département de la Seine engage pour gérer le fonds iconographique. À l'occasion de l'exposition internationale de 1937, les jardins sont ouverts au public. Mais, de nouveau, le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. Cette nouvelle attriste l'homme de paix qu'a été toute sa vie Albert Kahn. Il décède chez lui le 14 novembre 1940 à l'âge de 80 ans. 3 jours avant sa mort, il arpentait encore les allées de ses chers jardins. En 1968, le département de la Seine, donc propriétaire du site, va transférer donc ses biens au département des Hauts-de-Seine, récemment créé en 1964. Donc aujourd'hui, le propriétaire du site Albert Kahn, c'est le département des Hauts-de-Seine. Cet ensemble acquiert en 1986 le statut de musée de France et ouvre sa première galerie en 1990. Longtemps fermé pour travaux, le nouveau musée Albert Kahn est inauguré en avril 2022. C'est une réalisation de l'architecte japonais Kengo Kuma qui a conçu à la place de la précédente galerie un nouveau bâtiment de 2300 mètres carrés en forme d'armure de samouraï stylisée. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Après avoir pris connaissance de la vie, du peu de choses qu'on sait de la vie d'Albert Kahn, laissez-moi vous entraîner jusqu'aux jardins. Jardins qui sont conçus comme un havre de paix. C'est vu du ciel un écrin de verdure situé entre la rue des Abondances, la rue du Port et le quai du 4 septembre en bord de Seine. Ce parc de 4 hectares est né de la volonté d'Albert Kahn qui va consacrer 15 ans de sa vie à créer cet espace de sérénité, ce jardin extraordinaire rassemblant les essences végétales du monde entier. Albert Kahn donc achète sa maison et le jardin dont il est locataire en 1895. Jusqu'en 1910, il va agrandir son domaine en acquérant les parcelles voisines l'une après l'autre, ce qui lui permet de développer un par un ces fameux jardins à thème. Les essences qu'il plante proviennent de ses voyages ou d'expéditions de ses équipes d'opérateurs. Il s'entoure de jardiniers et d'herboristes spécialisés. Choisissant l'emplacement de chaque arbre, de chaque fleur, il intervient même dans l'aménagement de l'espace. Il élabore ainsi une atmosphère naturelle et convie le promeneur à traverser cet univers sur des sentiers serpentant entre des roches, des ruisseaux ou des arbres. Il s'agit d'un tour du monde improvisé ou, comme l'a écrit Éric Bulot dans son livre Jardin Rébus, un jeu de marelle géographique. Commençons par le jardin anglais. Alors, ce jardin anglais se compose de grandes pelouses cernées de platanes et de tilleuls. Un pont en ciment traverse un ruisseau.
une laiterie à colombage et une volière qui avaient été construites dans un premier temps ont hélas disparu. Un perron à 2 marches mène au jardin à la française, composé de pelouses rigoureusement symétriques et bordées de parterres fleuris taillés avec soin. Tout autour, un rideau de marronniers et de tilleuls complète ce tableau champêtre. Face à cette perspective, le palmarium, qui ressemble à une bonbonnière rectangulaire tout en verre. Et par les vitres, on peut apercevoir de larges feuilles de plantes exotiques aussi mystérieuses qu'exubérantes. Dans l'alignement de ce bâtiment se trouve un jardin fruitier. Poiriers, pommiers, pruniers et cognaciers exhibent leurs fruits sous les arceaux d'une roseraie au parfum délicat. Au-delà s'étend le royaume des forêts. Tout d'abord, la forêt bleue doit son nom à la couleur des feuilles des arbres qui y sont plantés, cèdres et épicéas. Et au sol, c'est le paradis des fougères. Ensuite, la forêt dorée, composée principalement d'épicéas du Colorado, qui explose dès l'automne en couleurs exceptionnelles d'été indien. Et enfin, la forêt vosgienne, donc la région natale d'Albert Kahn. Et pour lui rendre hommage à sa région, donc, Kahn va reconstituer de petits ravins avec des grosses pierres du pays qu'il fait acheminer à grands frais jusqu'à Boulogne. Pour l'anecdote, il a même obtenu l'autorisation d'abaisser les poteaux électriques du quartier pour que puissent passer les véhicules transportant les arbres adultes et les rochers qu'il a fait venir des Vosges. Donc, des sentiers sinueux traversent cet espace, donnant aux visiteurs cette impression de chaos sauvage et de randonnée en montagne. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Une porte rustique ouvre sur le jardin japonais. Faisant venir du Japon des horticulteurs, des paysagistes et des architectes, Albert Kahn va officiellement dépenser 5 millions de francs de l'époque pour aménager ce parc. Officieusement, on évoque plutôt la somme de 60 millions. Donc, dans le parc japonais, il va faire bâtir des maisons traditionnelles, 2 pagodes, dont une qui a malheureusement brûlé quelques années plus tard. Il va y ajouter la façade d'un temple bouddhique et un monument aux femmes infidèles qui, depuis, ont disparu. Dans ce jardin, on trouve des cèdres pleureurs d'Himalaya qui s'y épanouissent, des bonsaïs aussi qui reposent dans des poteries typiques, suspendus au-dessus de petits rus dont l'eau parcimonieuse caresse les pierres. Des fontaines zen invitent à la méditation. Albert Kahn a réalisé un espace exceptionnel, dont la partie nippone évidemment, qui a mis au goût du jour la civilisation japonaise, et ce, bien avant l'invasion des mangas. Son amour pour la nature ne s'est jamais démenti. Dans son testament rédigé en 1909, il impose à ses successeurs de s'occuper correctement de ses jardins, préférant même que ceux-ci soient détruits plutôt que mal soignés. Lieu de tolérance et d'espérance, les jardins restructurés offrent depuis leur réouverture au public à l'automne 2019 un univers de paix et de sérénité au cœur de la ville. En somme, le rêve de Citizen Kahn s'est réalisé. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes toujours sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur, et nous évoquons toujours la vie d'Albert Kahn, personnalité de Boulogne-Billancourt. Et donc maintenant, nous allons visiter les archives de la planète, cette fabuleuse collection. Donc, les archives de la planète, c'est donc en 1909 que Albert Kahn va en avoir l'idée et va la créer. Jusqu'en 1931, date de la cessation d'activité de la Fondation, le fonds iconographique, images fixes ou animées, donc film ou photo, va s'enrichir de témoignages sous forme donc de films et d'autochromes, émanant d'une 60aine de pays,
Cet ensemble unique se compose de 180 000 mètres de pellicule, ce qui correspond peu ou prou à plus d'une centaine d'heures de visionnage, et 72 000 autochromes. C'est donc, de par le monde, la plus imposante collection de ce type. Homme de la campagne, où le temps passe au rythme des saisons, Albert Kahn est confronté à une société qui se modernise à la vitesse de l'éclair. Le début du XXe siècle marque en effet un tournant dans le domaine industriel. Le monde est en pleine mutation et Boulogne en illustre parfaitement les enjeux. Les frères voisins ont créé rue de la Ferme à Billancourt, donc le premier moteur d'avion au monde. Les frères Renault ont perfectionné leurs automobiles toujours à Billancourt. Quant au premier studio moderne de cinéma, eh bien, ils ont investi les quais de Seine encore à Billancourt. À l'époque, on parle de Boulogne et de Billancourt, puisque les deux villes ne sont pas encore unies. Autant d'employeurs, donc toutes ces industries, autant d'employeurs qui exigent une main-d'œuvre abondante. Lorsque le mécène acquiert sa propriété en 1895, la ville compte 35 000 habitants. À sa mort en 1940, la population a triplé. Albert Kahn a vite l'idée de ces archives visuelles qui deviennent possibles grâce au progrès technique de son époque. Il y a d'abord eu le brevet du cinématographe Lumière qui est déposé en 1895, le brevet aussi des autochromes qui est déposé en 1903 par les mêmes frères Lumière. En 1908, le mécène entreprend un tour du monde avec son chauffeur, rédigeant des chroniques accompagnées de films et de photographies. Et c'est ce voyage qui le conforte dans son idée de mettre en place un projet documentaire et visuel ambitieux. Kahn finance par ailleurs le voyage de ses équipes d'opérateurs professionnels qui filment et photographient en France comme à l'étranger, je cite, des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. Alors quand je parle de voyages qui sont financés par Albert Kahn, cela comprend évidemment les transports, les séjours et puis tout ce qui est matériel. Donc c'est quand même un investissement très important. C'est l'extraordinaire collection des archives de la planète et qu'il va commencer à constituer et dont il confie la direction au géographe Jean Brune. En 1912, le programme officiel des archives de la planète insiste sur la mission de documentation et d'archives destinée aux historiens et aux chercheurs, afin, je cite, de former les futures élites. Les images servent donc d'outils pédagogiques aux établissements d'enseignement supérieur et aux pédagogues. Sur le plan photographique, le choix se porte sur la technique de l'autochrome. Mis au point en 1903 par les frères Lumière, ce procédé est une sorte de diapositive sur verre, en couleur, en profondeur et d'une très grande netteté. Mais il est très onéreux, puisque 4 plaques d'autochrome coûtent le salaire journalier d'une employée. Donc ce procédé onéreux ne permet pas l'édition, puisqu'il est très difficile à reproduire. Il satisfait donc pleinement cette mission d'archivage que Kahn va privilégier. Le banquier organise des projections de films et d'autochrome à Boulogne, chez lui, mais sa volonté de transmission n'en est pas pour autant vers un large public. Elle ne concerne en effet que son réseau de sociabilité dans les sphères politiques, religieuses, artistiques, intellectuelles, scientifiques du monde entier. Et fixes et animées, ces images témoignent de leur temps et nous renseignent aussi sur le travail des opérateurs. À l'époque, les appareils, qu'ils soient photographiques ou caméras, sont très lourds et difficiles à manipuler. La caméra, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, était munie d'une manivelle qui était actionnée par les opérateurs. Et quant aux motivations du projet, elles ont des objectifs avant tout scientifiques, voire pédagogiques. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.
outre le travail difficile des opérateurs, il y a aussi le travail difficile des personnes qui posent pour les photos. Alors, il est évident que il ne faut pas bouger le temps de pause. Le temps de pause pour les autochromes, c'est à peu près une quinzaine de secondes. Il ne faut pas oublier qu'au début de la photographie, il fallait poser parfois une demi-heure avant que l'opérateur puisse appuyer sur le bouton. Et là, 10 secondes, c'est encore long pour des personnes qui ne doivent surtout pas bouger. Et malheureusement, si on photographie un bâtiment, il ne bouge pas. Si on photographie un arbre avec le vent, il va bouger. Et si on photographie un personnage, il peut très bien aussi avoir un mouvement intempestif au moment où l'opérateur donc appuie sur le bouton. Ce qui fait que sur l'autochrome, qui est d'une très très grande précision, eh bien, ce personnage qui bouge devient flou. Il devient comme une sorte de fantôme, un peu évanescent, plus ou moins évanescent selon le mouvement. Et il arrive que sur les autochromes, on voit des silhouettes ou alors des bandes de nuages, parce que c'est par exemple une voiture qui passe ou des enfants qui courent à ce moment-là. Mais le cliché, pour autant, n'est pas raté. Au contraire, on le garde parce qu'il y a tout un contexte qui est témoin de son époque. Alors évidemment, je pense quand même qu'il y a des autochromes qui ont été jetés parce qu'ils étaient vraiment inexploitables. Mais dans la collection des 72 000 autochromes, si vous pouvez les voir, eh bien, vous pourrez constater que certains présentent ces présence de ce qu'on appelle donc dans le jargon technique ces fantômes. Voilà, ça c'était un peu pour l'anecdote. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de l'organisation du voyage. L'organisation pratique du voyage, parce que évidemment une expédition ne s'organise pas comme ça à la dernière seconde. Alors il y a déjà la question des bagages qui est très très importante, puisque il faut transporter du matériel lourd et surtout fragile. Alors, pour ce faire, Albert Kahn va commander aux ateliers Vuitton d'Asnières des malles spécialement confectionnés pour protéger au mieux le matériel. Alors, comme il y avait beaucoup de personnes qui possédaient des malles Vuitton et qui se retrouvaient dans les transatlantiques ou en voyage, eh bien, chaque client devait avoir une marque pour pouvoir reconnaître ses propres bagages. Alors, ça pouvait être des initiales, ça pouvait être des noms, ça pouvait être tout ce qu'on veut. La marque d'Albert Kahn est symbolisée par 3 mouettes. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit des images qui émanent des collections Albert Kahn, eh bien, elles ont en bas à gauche la marque des 3 mouettes, comme la marque Pathé pour les images Pathé, etc. Voilà. Donc, spécialement confectionnés, donc ces malles transportent le matériel fragile et sensible. Alors, il y a des filtres. Il y a des films, il y a des plaques, donc il faut les protéger parce que ce sont des plaques de verre. Il y a tout le nécessaire pour développer les épreuves et le sacro-saint registre des prises de vue où tout doit être scrupuleusement noté. Le lieu, la date, le motif du cliché ou le motif du film, voilà, par exemple, je ne sais pas, Paris 1910, Creux de la Seine, voilà, bon, par exemple, voilà. Et donc tout doit être noté scrupuleusement parce que quand ils arrivent sur Boulogne, on doit retrouver les références de la photo et avec le texte qui la légende explicative, si je peux dire. C'est dans cet ordre-là. Alors, les autochromes ont un format de 9 sur 12 cm. Ça correspond à peu près au format des anciennes cartes postales. Et donc, ces autochromes mettent en valeur le réalisme par la couleur, mais les images animées, elles, ne sont pas en couleur au départ, elles sont en noir et blanc jusqu'en 1928, où l'opérateur Camille Sauvageau va oser la couleur. Donc, ce cinéma, à l'origine, est plutôt à vocation documentaire. Il est précis, il est descriptif, il est muet, et donc c'est pas un cinéma
qui est facile à appréhender pour un large public. C'est un cinéma vraiment documentaire d'abord et avant tout. C'est pas de la fiction, donc ça peut paraître fastidieux à un large public. De nombreux films concernent aussi des sujets un peu difficiles. Il y a beaucoup de films sur la crue de la Seine en 1910, parce que là, évidemment, Albert Kahn était aux premières loges, où il y a également beaucoup d'images relatant la guerre de 1914-1918. C'était une commande du ministère de la Guerre. D'autres images vont montrer des travaux agricoles sur tous les continents, les conditions de pêche en mer, les rites ou les cérémonies à travers le monde. Et sur le plan des images, donc, on va commencer par un plan large et relativement fixe avant 1914, parce que c'est pas évident il faut déjà trouver une place pour pouvoir bien cadrer une image avant 1914. Les caméras sont très très lourdes et très difficiles à déplacer, donc on reste sur le plan quand même relativement fixe. Après-guerre, le matériel aura fait quelques progrès, ce qui permettra donc aux opérateurs de choisir des plans diversifiés et d'avoir recours au trucage et notamment au fondu enchaîné. Voulant restituer fidèlement l'image d'une époque, Albert Kahn va aussi commander des sujets plus légers, comme par exemple les défilés de mode à Paris ou l'inauguration officielle d'un monument ou d'une exposition. Et ces images, ce sont des extraits d'actualité qu'il va acheter aux différents éditeurs, notamment la maison Pathé, et il va les incorporer, les intercaler à ses propres productions afin d'avoir une image fidèle d'un instant T, d'une époque, etc. Pendant la guerre de 1939-45, donc, ces archives vont être saisies en partie, mais elles vont être délaissées par l'occupant allemand, et c'est pour ça qu'elles sont arrivées jusqu'à nous intactes. Les Allemands se sont intéressés uniquement aux archives de la société autour du monde, parce que c'était une association pacifiste, et ils vont les confisquer afin d'essayer de trouver dans les listes des membres, justement, des potentiels ennemis du Reich. Alors, ces archives qui avaient été confisquées par les Allemands vont être récupérées en 1945 par les troupes soviétiques à Berlin et elles vont être restituées en totalité en France en 2001. Donc il y aura une partie qui sera restée ici et une partie qui aura été emmenée en Allemagne et restituée par les soviétiques donc jusqu'en 2001. Depuis 2002, la collection Albert Kahn est conservée dans des réserves. Alors, ce sont des réserves qui sont à 17 degrés de température et à 40 degrés d'humidité afin de préserver le matériel. Aujourd'hui, entièrement numérisée, cette collection est désormais en accès libre sur le site internet du musée, pour notre plus grand plaisir. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission, j'espère vous avoir distrait pendant 1 heure. Je vous souhaite un bon rétablissement et un rapide retour à la maison. Et peut-être aussi aller visiter l'espace donc de musée Albert Kahn pour y découvrir des véritables merveilles. Merci encore. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.